Depuis plusieurs années, Laetitia Ncho Traoré est à la tête du groupe Addict, une entreprise spécialisée dans les domaines de la communication, de la conciergerie de luxe, la restauration et l'immobilier. Elle fait partie de ces jeunes femmes africaines qui contribuent au développement du continent. Pour ce numéro d'African Woman 2.0, recevons la Miss Côte d'Ivoire 1998, devenue aujourd'hui une serial entrepreneur. Laetitia Ncho Traoré, Miss Côte d'Ivoire 1998, compte aujourd'hui parmi les entrepreneurs les plus influentes de Côte d'Ivoire. Elle débute sa carrière dans les cabinets d'expertise comptable en France, puis dans le conseil, avant d'y créer sa première entreprise à l'âge de 24 ans. De retour chez elle en Côte d'Ivoire, elle occupe d'importantes fonctions dans plusieurs sociétés de la place, avant de créer en 2016 le groupe Addict, spécialisé dans l'accompagnement des entreprises en matière de conseil en stratégie et business development. Cette serial entrepreneur milite en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes filles et ses entreprises n'embauchent en priorité que des femmes. En plus de ses nombreuses casquettes, Laetitia Ncho Traoré s'implique auprès des enfants défavorisés. Elle est la présidente de l'organisation non gouvernementale Donner pour l'enfance, qui œuvre en faveur des enfants hydrocéphales. Bonjour Laetitia. Bonjour Aïssata. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau d'African Woman 2.0. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, merci. Alors, depuis ton sacre en 1998, et même avant ça, tu étais aussi sur les bancs de Sainte-Marie. Exactement. Tu as parcouru pas mal de chemins. Parle-nous de tes expériences depuis. J'ai eu un parcours, j'ai fait des études d'expertise comptabilité. J'ai fait également un master en sciences politiques. Et après, j'ai, dans mes dernières années, fait ce qu'on appelle un AMP, un Advanced Management Programme de l'ISE Barcelone, avec M2 Business School. Après, j'ai travaillé en cabinet d'expertise, en cabinet de conseil. J'ai créé mon entreprise, j'ai retravaillé pour des gens, j'ai recréé des entreprises, j'en ai fermé certaines. Et puis aujourd'hui, bon, je suis à la tête d'un groupe que je dirige depuis. Ouais. D'accord, donc fermé, réouvert, pourquoi? Oui. C'est l'expérience. Voilà. Quand j'ai créé mes entreprises, j'étais très jeune. Donc j'ai eu le temps de faire des erreurs. Et surtout dans mon parcours, à un moment donné, j'ai eu besoin de rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'était complètement différent, la transition, le choc des cultures. Donc j'ai eu les meilleurs conseils qui soient. On m'a dit, écoute, on ne te connaît pas professionnellement, on ne sait pas ce que tu vaux. Donc se lever et dire, je viens créer une filiale... ça semble un peu utopique, donc c'est mieux. Mais revenons un peu en arrière. Donc, tu as travaillé en France? Oui. Ok. Tu rentres. Après combien d'années? Je suis rentrée vraiment définitivement en 2008, mais j'ai créé mon entreprise en France d'abord. Ma première entreprise, je l'ai créée en France. Et comment ça s'est passé ça? Alors, c'est un concours de circonstances, honnêtement. Pendant mes études, j'ai eu la chance de participer à un projet associatif avec des amis. On avait monté une association qui s'appelait Mots sans frontières et on a parcouru donc 40 pays sur 5 continents pour récupérer une robe qui symbolisait la paix. Et on a mis en spectacle un spectacle qui s'appelait La paix à travers la mode. Et à l'occasion en fait de ces différents spectacles qu'on a présentés en France, au Théâtre Pierre Cardin à Paris, au Vendée Globe, enfin on a eu beaucoup de succès sur cet événement-là. Je me suis rendu compte, pour moi qui vivais à Angers, dans l'ouest de la France, que pour toute agence événementielle, où quand il y avait un besoin dans ce sens, on faisait appel à des entreprises parisiennes ou alors nantaises. Et je me suis dit, mais attends, il y a une opportunité en fait. Donc du coup, j'ai pris 1 an pour me former. J'ai considéré que je ne connaissais rien et j'ai pris 1 an pour préparer le projet et puis j'ai monté mon entreprise. Et ton entreprise se spécialisait dans? L'événementiel. C'était une agence de communication événementielle. D'accord. Et tu as fait ça combien de temps? Alors, j'ai vendu mes parts en 2008. Donc ça a duré 4 ans. D'accord, quand même. Ouais. Avec des contrats? Ah oui, j'étais la reine du pétrole à un moment donné, très jeune, quand j'ai eu des... Ça fait partie de l'expérience, j'en parlerai. En fait, tu vois les opportunités, tu sais saisir les opportunités. Exactement. Moi, je crée beaucoup de mes entreprises par opportunité.
C'est vrai que j'ai la fibre entrepreneuriale en moi. J'ai eu la chance pendant mon parcours scolaire de participer au programme Junior Achievement pendant 2 ans. Donc il y a encore plus développé en moi cette fibre entrepreneuriale, mais mes entreprises, je les crée vraiment par opportunité, vraiment. Et donc, 4 ans, tu vends, tu reviens à Abidjan, c'est ça? C'est ça. Concours de circonstances, je décide de rentrer en Côte d'Ivoire. Et comme je disais tantôt, quand je rentre, je viens en me disant, bon, ça y est, moi je viens créer une filiale, je connais, j'avais quand même 135 salariés à un moment donné, c'était des contractuels, mais après j'avais 12 salariés fixes, donc je me dis, bon, je peux faire la même chose en Côte d'Ivoire. Puis j'arrive, j'ai le choc. On ne te connaît que comme Miss Côte d'Ivoire, on ne te connaît pas professionnellement, on ne sait même pas ce que tu vaux. Donc, quand tu vas dire, autant en France, tu peux te permettre de dire, je vais au culot, appeler une entreprise pendant ton étude de marché et dire, est-ce que si je vous propose ce service-là que je suis en train de mettre en place, est-ce que vous allez travailler avec moi? Autant ici, on te regarde et puis on dit, mais elle dit quoi? Donc, c'était un peu plus difficile. Et ma mère et des amis et des grands frères m'ont surtout fait asseoir pour me dire, Laetitia, il faut accepter de recommencer à travailler. Donc, ça demande de l'humilité, d'accepter de faire ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai regravi les échelons, comme on dit. Et pendant mon parcours salarial, j'ai quand même continué à créer des entreprises. Mais après, on se retrouve toujours confronté au fait de ne pas pouvoir gérer son entreprise correctement. Parce qu'en même temps, il faut être fidèle et loyal à son employeur. Tout à fait, tout à fait. Raconte-nous le changement de mentalité. À quoi tu as été confronté? Ici, par exemple, je crois que le plus gros problème que j'avais, même quand j'étais salarié, c'était le retard. Tu as rendez-vous avec un client ou un fournisseur. 15 minutes de retard, bon, c'est presque légal. Mais moi, 1 heure de retard, c'est un autre rendez-vous. Donc, que vous soyez client ou fournisseur, quand on dépasse 30 minutes, je m'en vais. Donc, au début, mes patrons me disaient, mais tiens, c'est pas comme ça que ça marche. Je dis non, j'ai pas de problème à me redéplacer. Mais je ne peux pas prendre le risque de mettre le 2e rendez-vous en retard à cause de quelqu'un d'autre. Donc, du coup, j'ai commencé à m'imposer comme ça et avoir cette réputation de, ah, c'est là, quand vous avez rendez-vous avec elle, il vaut mieux être à l'heure. Donc, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est le fais ce que je dis. Les gens vous disent qu'ils vont faire des choses et ils ne les font pas. J'avais du mal à comprendre en fait. Qu'on puisse prendre des engagements sans les tenir. Ça, c'était un problème. Un autre problème, c'est quand je suivais même des projets en tant que salarié, au moment du paiement, on vous parle une autre langue. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Donc je crois qu'il y a tout ça. J'ai dû me tropicaliser, comme on dit, pour essayer d'apprendre un peu plus les rouages de mon nouvel environnement. Tu as eu à te tropicaliser. Mais quelque part, tu n'as pas aussi accepté de céder un peu sur tes principes, puisque tu dis que les gens ont appris à te connaître comme celle qui vient à l'heure. Parce que, en fait, ici, les gens ont une tendance, enfin je connais même une dame avec qui j'ai échangé au Nigeria, par exemple les embouteillages c'est notoire là. Mais elle me dit je prends des rendez-vous et je me donne assez de temps pour que je ne sois pas en retard au prochain rendez-vous. Exactement. Donc il y a une préparation derrière, mais c'est-à-dire que c'est une adaptation, tu sais, tu connais ton environnement et tu t'adaptes. Mais en même temps, être en retard n'est pas acceptable aussi. Non. Donc en fait, voilà, mais c'est devenu acceptable ici en fait. Ça dépend pour qui, hein. Moi je dis toujours ça dépend pour qui, parce que moi je ne l'accepte toujours pas en fait. Et c'est incroyable, je ne l'accepte toujours pas en fait. Mais quelque part tu es obligé quand même de... Tu ne vas pas laisser un gros client qui vient en retard et te dire bon je ne vais pas le prendre parce qu'il est en retard. S'il a 1 heure de retard, si je vais le prévenir que j'avais un autre rendez-vous, j'ai dû partir et donc je préfère qu'on postpone. C'est que je vais dire à la personne, vraiment je suis désolée, j'avais prévu un créneau d'1 heure. Mais il s'avère que j'ai un autre rendez-vous important. Donc ce que je vous propose, c'est comme vous n'êtes pas disponible, on remet le rendez-vous et puis à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Donc on le fait toujours avec bienveillance, mais le message rentre. Tu œuvres aussi en faveur des enfants défavorisés donc, et des enfants hydrocéphales. Ouais. Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors j'ai monté mon ONG depuis 2006, hein. On avait fait le lancement, on a ouvert des bibliothèques. On a organisé le premier Noël pour tous à Abidjan en 2012. Parle-nous d'abord des enfants hydrocéphales. Qu'est-ce que c'est exactement? Les enfants hydrocéphales, c'est des enfants tu sais, qui ont comme des grosses têtes, avec le liquide dans la tête en fait. C'est parce que j'ai été au contact j'ai un grand frère qui est professeur en neurochirurgie et donc qui est plus en face de ces enfants-là et qui expliquait en fait que justement, aujourd'hui des valves, parce que pour les opérer, on est obligé de leur mettre des valves à l'intérieur. Elles vous coûtent entre 800 000 et 1,5 million. Quand il s'agit de familles en fait défavorisées, c'est un peu compliqué en fait. Et nous, elles nous coûtent 25 000 ou 35 000 quand on se fournit en Inde ou en Allemagne. Donc c'était quand même plus facile de dire bon,
On laisse quand même le kit opératoire ou à la famille, parce que c'est toujours important que la famille participe un peu. Mais nous, on offre en fait le kit. La valve qui permet au moins d'économiser quand même 800 000 ou 1,5 million. Ça, c'est sur cette partie-là. Après, pour les autres, on a fait les cadeaux de Noël, ça c'est le basique. Comme je dis, on a ouvert des bibliothèques. On a travaillé par exemple avec des footballeurs connus qui ont parrainé certaines actions. On a par exemple dans certains quartiers créé des espaces en fait football parce qu'ils nous disaient qu'ils avaient besoin d'occupation pour les jeunes. Donc c'est des choses comme ça qu'on fait. Et aujourd'hui on travaille avec beaucoup plus d'associations qui viennent nous demander par exemple de l'aide et on passe par elles. Parce que l'expérience 2012 des 2600 enfants elle était très bien, mais était traumatisante. Ton groupe Addict est composé de 5 filiales. C'est ça. De quoi s'agit-il encore? À la base, le groupe lui-même, moi je fais beaucoup de conseils et d'accompagnement. D'accord. Donc j'accompagne des chefs d'entreprise, j'accompagne également des entrepreneurs, des entreprises en elles-mêmes, sur toutes les questions inhérentes à la vie de l'entreprise. Ensuite, on a dedans donc une conciergerie, donc la première conciergerie de luxe en Côte d'Ivoire. Donc la conciergerie, l'agence de communication. D'accord. On a tout ce qui est restauration hors domicile et agro-transformation. Service traiteur, quand tu dis restauration? Oui, en fait, nous on fait des plateaux repas gastronomiques. Donc c'est comme un service traiteur. Mais c'est vraiment high level. High level. D'accord. Donc c'est vraiment des plateaux gastronomiques qu'on fait et on a une unité d'agro-transformation de la noix de cajou. Alors il y a de l'immobilier parce que j'ai des espaces de coworking. Et puis je fais de l'aménagement et je construis. Ça c'est plus vraiment une passion. Et on a la régie publicitaire. Voilà. Félicitations, c'est beaucoup d'activités. Merci. Comment tu fais pour manager tout ça? Moi je suis extrêmement organisée. Puis je sais ce que je veux, je connais ma vision. Et j'ai la chance d'avoir des équipes formidables aussi en fait, qui savent ce qu'elles ont à faire. Je crois que c'est ça qui est important. Ça vous permet d'avoir tous les points, de récupérer tous les points. Vous savez exactement où vous allez. Chacun connaît ses objectifs, on connaît la vision globale. Et après derrière, en fait, bon, comme on dit, tout roule. Et je n'hésite pas surtout à mettre la main à la pâte. Oui, toujours. Mais la question que j'ai, parce qu'on parle souvent du problème de ressources humaines, justement. Donc, tu as une équipe formidable, tu as bien de la chance, parce que beaucoup de gens ont du mal à trouver le personnel. Comment tu as réussi, justement? Tu les prends, tu les formes? Ce sont des gens avec qui que tu connais, ou comment ça se passe? Non, je les prends, je les forme. Et puis moi, j'embauche que des femmes aussi. Hein. À compétences égales, j'embauche des femmes. Après, j'aime bien dire, je ne suis pas gentille. Mon chauffeur est un homme. Le DAF aussi, groupe. Mais de manière générale, je travaille avec un cabinet qui fait passer des tests. Il y a une solution, en fait, qui est très connue, qui permet de savoir, en fait, comment interagir avec chaque salarié. J'ai eu moi-même la chance, quand j'étais plus jeune, de faire une formation en process communication, ça s'appelle, hein, qui permet de se connaître soi-même et d'adapter son discours, sa façon de manager, sa façon d'interagir avec quelqu'un qu'on identifie. On arrive en fonction des premiers mots qu'on échange avec quelqu'un à dire dans quel profil cette personne-là se situe et savoir comment manager cette personne. Donc, ce sont des outils que j'utilise au quotidien avec mes équipes. Après, moi, je n'ai pas peur de me séparer des gens. Mais je donne beaucoup aussi de ma personne. Non, je donne beaucoup de ma personne. Je préfère être honnête et je forme beaucoup. Chez moi, les stagiaires n'ont jamais fait de photocopie, par exemple. Quand vous êtes stagiaire chez moi, on vous jette à l'eau comme quelqu'un qui est employé, qui travaille. Parce que j'estime en fait que c'est en formant qu'on va chaque entrepreneur récupérer des personnes compétentes. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans la création de tes entreprises? Et quand je dis les difficultés, je veux dire, parce qu'on a parlé des difficultés de la transition, donc les difficultés dans le recrutement, les difficultés à trouver des clients, des partenaires, comment créer la confiance? Difficulté dans la création en elle-même, c'est pas le point. Parce que on crée une entreprise, moi j'aime bien dire pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on a identifié un besoin, donc on sait exactement ce qu'on est en train de faire. Ou alors, il y a un besoin qui est existant et on vient y apporter de l'innovation. Donc, dans la recherche des clients, au départ, parce que vous avez identifié votre besoin, vous savez exactement où vous êtes en train de partir. Tu mets les choses en place. Ce qui était compliqué, c'est déjà savoir retenir les gens. Il faut savoir retenir son partenaire, déjà les embaucher, et puis les retenir, parce que les jeunes d'aujourd'hui sont pressés. Ils n'ont pas forcément d'expérience, mais pour eux, en fait, allez, parce qu'on a lu 2-3 choses sur les réseaux sociaux, on estime qu'on connaît beaucoup de choses. Donc ça, c'était très difficile. Après, la confiance au client, je me dis, la meilleure des autorités, c'est la compétence.
Donc, quand on commence à travailler avec un client, il voit votre rigueur, il voit votre attention aux détails. C'est un client qui reste. Donc ça, c'est moins compliqué. Après, évidemment, avoir le premier client, ça dépend après du type d'entreprise. Et donc, ça dépend des entreprises. Par exemple, dans la conciergerie, déjà que moi, à titre personnel, je suis quelqu'un qui a un culte du secret qui est très poussé. Pour que les gens acceptent d'être client concierge, c'est parce qu'ils se sont dit en fait qu'on ne sait pas grand-chose de ma vie. Donc ça veut dire qu'elle est capable de gérer la mienne, par exemple. Donc là, c'est différent. Sur la partie, par exemple, restauration, bah là, il y a une étude de marché. Donc, on sait comment approcher les gens, on sait comment aller les voir. Parce que nous, on travaille avec beaucoup d'entreprises. Pour leur codir, leur comex, ils préfèrent prendre des plats jetables plutôt que d'avoir en fait, des traiteurs avec toute l'artillerie proposée. Donc, c'est un peu plus facile. Après, en agence, ça va être un peu plus compliqué. Donc, c'est vrai que là encore, on saisit des opportunités. On a des clients qui vont nous dire « je vous fais confiance », mais après, ils vont gagner d'autres. Donc, c'est là où justement, vous avez intérêt à avoir un excellent service commercial parce que vous ne pouvez pas tout faire. Donc, je crois que c'est l'ensemble de ces choses-là, réussir à gérer toutes ces choses-là entre le personnel, pas tout à fait les clients, les fournisseurs. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les fournisseurs, le respect des délais, le respect des engagements. Ça, c'était compliqué aussi. Mais après, aujourd'hui, on a réussi, au fil des années, à se constituer un pool de fournisseurs avec lesquels on travaille et qui savent comment on travaille. Donc, on ne parle pas beaucoup. On a des briefs, exactement, sur une mission donnée. Chacun sait ce qu'il a à faire. Tu es une des organisatrices du Salon de l'épargne. Comment est venue cette idée et surtout pourquoi? Alors, c'est très marrant parce qu'en fait, l'idée à la base, elle ne vient pas de moi. Du tout. Non, je vais être très très honnête. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce n'est pas une idée qui vient de moi, c'est une idée qui vient de mon co-host, pour ne pas le nommer. Et moi, j'ai travaillé sur le projet. Il m'a donné l'idée en me disant, j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose sur l'épargne. J'ai dit, ok, attends, 2 secondes. Je suis rentrée dans la bulle. J'ai sorti ce qu'il y avait à sortir. Donc, j'ai écrit le concept complet. Comment ça doit se faire, parce que l'idée derrière était de pouvoir justement participer à l'éducation des populations, parce que c'est une cause qui lui est chère, pouvoir participer à l'éducation des populations, parce qu'on était parti du constat que vous avez beaucoup de personnes, par exemple à un moment donné, qui ont gagné beaucoup d'argent, mais vous les voyez en fin de vie, vous êtes choqués de voir en fait ce qu'ils deviennent, parce que la retraite n'a pas été préparée. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été prévues. On a toujours pensé qu'il n'y aurait jamais de coups durs. La preuve, on ne savait pas qu'il allait y avoir des coups d'État dans ce pays. Donc il y a plein de choses qui n'étaient pas prévues. Et au finish, on s'est demandé, bon, comment est-ce que justement, avec un événement, on pourra atteindre cet objectif-là. Donc j'ai conçu le projet de A à Z. Je lui ai soumis le projet qui a rencontré son assentiment. Puis c'est comme ça qu'on a démarré l'aventure. Ouais. Mais c'est très bien. En parlant d'épargne, qu'est-ce qui est important? Moi, je pense que déjà, il faut que les gens comprennent les différents types d'épargne et les différents véhicules d'investissement. Quand on travaille, quel que soit ce qu'on gagne, on doit pouvoir épargner. Tu gagnes 100 000 francs CFA, il faut te dire en fait que c'est pas grave, je gagne 90 000. Et l'épargne appelle également le mot privation. On ne peut pas vouloir faire le yé-vivé tous les jours et puis épargner. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Donc, il faut réussir à définir quelle est son épargne de sécurité qui permettrait de faire face aux coups durs et quelle est l'épargne justement qu'on met de côté, l'épargne sur le long terme pour se prémunir justement des choses beaucoup plus graves. Mais ça vient également d'une démarche et d'une volonté personnelle. Il faut décider de créer, d'épargner. Moi je dis toujours qu'il faut écrire son projet financier. Il faut se dire, moi à telle date, j'aimerais avoir tant sur mon compte. C'est vrai qu'il peut y avoir des coups durs sur la route ou sur le chemin, mais à la fin de la journée, c'est de pouvoir se dire, je gagne telle somme, je dois enlever tant pour l'épargner. Même si demain on vient me dire qu'il y a telle personne qui est malade ou qui est comme si, je n'ai pas cet argent-là. End of the story. Oui, oui, oui. Nous sommes des Africains et nous sommes sollicités de toutes parts. Mais il y a des moments où il faut apprendre à dire non. C'est un mot du dictionnaire qu'on a le droit d'utiliser. Et moi je dis aux femmes, c'est un oncle qui m'a donné ce conseil-là. Une femme, tu fais la grande gueule quand tu as un matelas. Ton matelas, c'est ton argent. Et ça vient de ton épargne. Donc, quel que soit ce que tu gagnes, mais toujours quelque chose toujours mettre de côté. Toujours. For a rainy day. Toujours. Tout à fait. C'est un bon conseil. Merci beaucoup.
Merci Aïssata. Maintenant, on passe à la partie que tu aimes, tu dois aimer, la partie entrepreneuriale. N'est-ce pas? Justement, avec les cadeaux, puisqu'on Ok. fait la promotion des entrepreneurs. Ok, Et donc, là, on t'offre un boubou super. qui Et puis, a en plus, été j'adore les fait par boubous, une hein. dame, voilà, une dame, une designer. On a un peu peux regardé, on ouvrir, a hein. triché, on a un peu regardé sa page. N'est-ce pas, non? Voilà, Et donc on j'adore t'a les fait- boubous. Tous les voilà. vendredis, Ouais. je suis en jean déchiré ou en boubou. Et voilà, tu J'adore vois. les jeans déchirés aussi. D'accord. Donc, ah oui. Ah, c'est sympa, Bon, c'est non, une belle non, nous, on a couleur. fait le boubou, mais on note pour la prochaine fois. Ah, Pour c'est une le très jean- belle couleur. pour le Merci jean beaucoup. déchiré, je t'en Merci prie, je t'en beaucoup. prie, je t'en prie. Ce boubou, c'est offert par Chic Me Dressing. D'accord. C'est une jeune dame, une Sénégalaise qui est installée ici. D'accord. Et qui fait de la couture. En tout cas, merci. Et c'est très Quand, joli. je vais te taguer quand je vais poster ça sur Oui, Instagram. merci. Et elle aussi. Voilà, merci beaucoup. Et donc voilà, alors, et ça, c'est une petite merveille Ok. que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que j'adore. Merci. Et ce sont des produits. Je peux ouvrir? Oui, tu peux. Pourtant, Tu peux. je fait veux le que tu ouvres. unboxing. Ah oui, c'est vrai. Oh, waouh. Ouais, Ok. ça sent bon. D'accord. C'est vraiment, c'est pas mal. Savon J'aime beaucoup. noir. Oui. Ah ouais, d'accord. Tu peux sentir, hein, et ça c'est. Ok, ça quoi c'est un baume nourrissant. Et J'aime c'est les à quoi? choses, hein. C'est à quoi? Parce qu'il y a Alors, baume nourrissant, délice tropicale. Voilà, ça sent très bon. Très très bon. Ah, c'est ouvert même, c'est bien scellé. Ah, j'aime Ouais, bien. tu as vu, non? Niveau packaging. Ouais. Ah oui, ça sent frais, ça sent... et puis ça sent en fait le spa. C'est Donc, ça sympa, donne hein. envie de... J'adore. Mais Et je puis peux, il y a, je il y a peux- toute une autre gamme. Je vais déroger aussi à votre règle. Ah Ah oui, oui, c'est pareil en fait. Ça sent sent super le bon, spa. hein, n'est-ce Ça sent pas? très bon. J'adore. Ça sent le spa. Franchement, et c'est fabriqué en Côte d'Ivoire. Hein. Ah, c'est bien. Ouais. C'est bien. Et puis le packaging est pas mal. Oui, franchement, tout est Packaging bien est pas mal. fermé. Ce cadeau Ok. est offert par l'OS Skincare D'accord. et vraiment, comme tu vois, c'est vraiment pas mal. C'est très, très bien. Tu essayes Merci et en tout cas. tu me diras Ok. qu'est-ce Oui. que tu en penses. Franchement, Ouais, j'aime bien l'odeur. ouais. On se projette tout de suite dans un N'est-ce spa pas, en hein, fait. ça te oui. donne. tout Moi, de suite quand j'ai envie senti, de. j'étais vraiment. Et non. ça, c'est un cadeau. Je sais que c'est pas dans les habitudes, hein. Non, c'est pas dans les habitudes. Mais ça fait toujours j'ai plaisir. voulu Franchement, changer un peu la merci, règle merci. du jeu, n'est-ce pas? Ce sont les gens qui aiment la controverse. Toi, je te sens dans le. Mais tu es un peu comme moi, les contrarians, qui essayent toujours de faire. Alors, c'est de la nourriture. Parce que je vois Faut que tu gourmandise. ouvres, tu vas voir, oui. Ok, j'ouvre. Ah! C'est quoi, c'est des noix de cajou? Oh, j'adore Exactement. les noix de Enrobé au cajou. sésame. J'adore les noix de cajou. Ok. Je sais pas si tu as su. Non, je sais pas. J'adore les noix de cajou. Ah, c'est génial. Donc, je suis C'est quelque chose contente que qu'on ait, j'adore. Mais je ne l'achète pas tout le temps, mais quand j'en ai sous la main, Ok. je peux finir ça Bah, tu me en une diras journée, alors ce hein. que t'en penses. C'est super. Juste poivré, ok. C'est toi qui fais? C'est ce qu'on fait, oui. Ah, c'est super. Notre société d'agrotransformation. Alors, et ça, c'est caramélisé au gingembre. Ça doit être bon aussi. Pas mal. Sucré, sucré. Cajou, thym, citron. Ok, ça, je connais pas. Mais c'est bien, c'est super. Je vais goûter. Et comme tu dis, je vois que tu aimes les packaging aussi. Hein. Ah oui, non, Parce que ça c'est c'est bien, très. Jojo. Je n'ai pas, Bien. comme tu as dit, je n'ai pas perdu mes principes. Oui, voilà. Ah oui, tu ne transiges pas. Jamais. Et c'est important de ne pas transiger sur ce C'est ça, qui est surtout important. l'enveloppe, Ouais, le tout est papier, bien fait. le tout. Bon, je vais ouvrir, hein, je peux ouvrir en Oui, même temps, bien sûr. Mais je vais goûter. Ça a l'air délicieux. Et comme je ne sais pas si tu savais, mais j'adore les noix de cajou. Non, Donc, je ne savais pas. Ça tombe très bien. Ah oui, de bons voyages dans l'univers de nos gourmandises. Super. Merci beaucoup, Laetitia. Je t'en prie. Merci, merci, merci. Merci d'avoir dérogé à la règle et merci de me nourrir. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Laetitia. Merci Aïssata pour l'invitation. Merci à toutes et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Afrique Femme. African woman, African woman 2.0. African woman, African.